Première offensive de la neige, 200 camions étaient encore bloqués ce matin dans la Marne et la Haute-Marne. Le mauvais temps était-il prévisible ou imprévisible? Le gouvernement s'attaque à la paperasse qui noie les petits entrepreneurs. Un plan de simplification a été adopté aujourd'hui. Il y a 30 ans, la première greffe du cœur par le professeur Christian Barnard. Depuis, les techniques ont évolué et l'on envisage de greffer sur l'homme des cœurs d'animaux. 50 ans après la fin de la guerre, un fonds spécial vient d'être créé pour indemniser les victimes des pillages nazis. À Vienne, en Autriche, on vient de découvrir un certain nombre de filières. Enquête dans ce journal. À la découverte du coureur de la paix, 18 500 km pour ce Parisien qui a voulu visiter les principaux lieux saints des grandes religions. 1 an et demi de voyage. Madame, monsieur, bonsoir. Tous les habitants de la cité où résidait la petite Cynthia étaient présents cet après-midi lors des obsèques, groupés autour de la famille. Une cérémonie empreinte de dignité, mais aussi d'énormément d'émotion. Toutes ses camarades de classe étaient présentes et lui ont rendu un dernier hommage. François Privat, Bernard Bonnard. Parce que tu t'en vas, dit le refrain de cette chanson espagnole. La musique, enjouée, gaie, contraste avec la douleur des proches de Cynthia. Cet après-midi, 300 personnes se sont rendues à la petite église Saint-Romain, à Senon, pour l'adieu à une petite fille de 11 ans. Le parcours de Cynthia, l'adolescente attachante, réfléchie, nous montre qu'on peut être enfant, fragile, mais aussi plein d'entrain, courageux dans la responsabilité et l'accueil de l'autre. La solidarité, l'indignation aussi des commerçants de Senon. Cet après-midi, bon nombre d'entre eux avaient choisi de fermer leur boutique à l'heure des obsèques de la fillette. Hier soir, environ 2000 habitants du quartier de la Marègue ont défilé dans les rues, en silence. Il faut beaucoup plus de surveillance pour dire bon, que c'est pas bien ce qu'il a fait. On n'enlève pas la vie d'un enfant. Quoi qu'il y ait passé dans la tête, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé bon, sur ce monsieur, mais un enfant de 11 ans n'a pas le droit de mourir. Des bougies et un gymnase plein à craquer pour une veillée. Émotion lorsque le père de Cynthia lit un poème qu'il a écrit à la naissance de sa fille. Ton innocence est merveilleuse, quand on chante une berceuse, ton regard si pur mais parfois si dur, tu es la tendresse et l'amour émis d'un couple qui s'est uni. À toi ma fille, je dédie ce poème et pense que je t'aime. Actuellement entendu par le juge d'instruction, Christophe Katchadourian vient d'être mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. Le jeune homme reconnaît les faits et dit avoir agi sur une pulsion. La première offensive du mauvais temps sur la France s'est déplacée ce mercredi sur l'Alsace. Mais les départements les plus touchés restent la Marne et la Haute-Marne, où près de 200 poids lourds étaient encore bloqués ce matin. Jacques Cardoz, Emmanuel Beck. Il n'est pas tombé un flocon depuis une demi-journée. Pourtant, 200 camions sont toujours bloqués 36 heures après les premières chutes de neige. Le vent a formé par endroits des congères, un point d'eau qui glisse, c'est toute la Nationale 4 qui est paralysée. Très vite, les routiers vont se sentir seuls. Alors ce sont les agriculteurs sur place qui décident bénévolement de leur venir en aide. C'est très sympathique, mais c'est pas eux de le faire, quoi. Vous avez sorti combien de camions depuis le début de la matinée? 9 depuis midi et 7 ce matin à peu près. Vous comprenez la situation, le fait que tout le monde soit bloqué? Non, et mauvaise organisation. Il suffirait de bloquer un coin et un coin là-haut, on fait qu'un passage. Manque de prévision de la part de l'équipement, manque d'organisation de la gendarmerie. Sans information, les routiers tentaient d'avancer et se retrouvaient face à face, 1 kilomètre plus loin. Je comprends pas, ils étaient tous prévenus. Hein, tout le monde disait que ça allait neiger, ben, il n'y a rien qui a été fait. Là, on est plantés là comme des cons. Alors ces grands messieurs là-haut, ben, eux, ils s'en foutent. Ils sont peinards chez eux, ils ont les pieds dans le chaud. J'ai vu un chasse-neige passer cette nuit à 1h30, en sens inverse, direction Vitry-le-François, c'est le seul que j'ai vu. Les rares engins de déneigement étaient ceux d'une entreprise privée de travaux publics appelée en renfort des services de l'équipement, dépassés par la situation. On est passé, non, pas vraiment, mais bon, ben, tout le monde a été un peu surpris quand même de ce qui est arrivé, quoi. Et comment ça se fait que les gens de l'équipement ont été surpris? Il fallait savoir si ça allait arriver à cette vitesse-là, quand même, hein.
En fin d'après-midi, la situation s'est enfin débloquée totalement. Les bulldozers de l'armée sont intervenus pour déneiger les derniers kilomètres difficiles, mais l'hiver ne fait que commencer. Sur les routes, de nombreux chauffeurs routiers que vous avez entendus, qui se sont retrouvés bloqués, mettent en accusation donc les services de l'équipement qui les ont laissés s'embarquer, disent-ils, sur des nationales qui allaient vite se révéler impraticables. La question est donc posée, peut-on parler d'imprévoyance ou d'une météo imprévisible? Patrice Pellet, Pascal Stelletta. Et des chutes de neige au mois de décembre, c'est un petit peu la palissade, mais c'est quand même relativement fréquent. Cela dit, il s'est bien passé un phénomène très particulier dans la nuit de lundi à mardi. La responsable, la voici, cette dépression. En fait, une pluie froide qui va tomber sans discontinuer de lundi soir jusqu'à mardi, 4 heures du matin. Une pluie qui, de l'est de la France jusqu'à Paris, va faire chuter brutalement la température de 6 degrés. Tout à coup, un peu partout, il fait 0 et l'eau qui tombe du ciel se transforme alors en flocons de neige. Donc sur l'est de la France. Météo France s'est laissé surprendre. Rien de particulier d'annoncé pour cette nuit-là. Seule une semaine avec risque de neige avait été évoquée. Les précipitations ont été un peu plus importantes que prévu et surtout la dépression est passée un petit peu plus au nord que prévu. Donc ces deux petites incertitudes ont fait que la prévision n'a pas été aussi bonne qu'elle aurait dû l'être. Pour les jours qui viennent, Météo France annonce l'installation d'un temps froid plus stable. Le ciel restera gris sur une grande partie de la France. Bref, comme en décembre, un temps de saison. Le Conseil des ministres de ce matin a adopté un plan de simplification de ce que l'on peut appeler la paperasserie administrative que les petites et moyennes entreprises ont à remplir beaucoup trop régulièrement et qui, selon ces petits patrons, est un casse-tête permanent et une gêne dans leur activité quotidienne. Un plan de simplification a donc été présenté, visant principalement à réduire la complexité des fiches de paye, à permettre de remplir les formulaires sur Minitel ou Internet sans papier. Par ailleurs, les délais de création d'une entreprise seront ramenés de 5 jours à 24 heures. Et puis encore, toutes les informations à fournir le seront à la seule administration du fisc, charge à elle de les redistribuer aux autres services. Au total donc, 37 mesures indispensables pour faciliter la vie des petits entrepreneurs. Damien Thévenot, Pierre Lepetit. Des dossiers empilés un peu partout, faute de place disponible dans les placards. URSSAF, ACEDIC, facture, bulletin de salaire, c'est le quotidien de Philippe Morin. Pour ce patron de PME, l'annonce d'une simplification des formalités administratives est la bienvenue. Mais comme ce n'est pas la première fois, il reste plutôt sceptique. On sourit, parce qu'il y a déjà 2 ans qu'on en parle, de l'allègement des papiers, et on s'aperçoit qu'en fait, on devient de plus en plus administratif. On ne fait plus notre métier premier, on fait du papier. Son métier, menuisier. Sa société fabrique des meubles d'intérieur. 60% de ses clients sont des municipalités et des organismes publics. Qui dit public, dit appel d'offres obligatoire. Et ça aussi, ça représente des tonnes de formulaires chaque année. Alors si vraiment cette fois, le gouvernement veut s'attaquer à la complexité des formalités, ce sera quand même un soulagement pour Philippe Morin. Pour un seul appel d'offres, vous avez 38 pages de dossiers à photocopier. Vous avez les ACEDIC, vous avez la certification qualité, vous avez le CABIS, vous avez les congés payés, vous avez les impôts, vous avez les volets obligatoires numéro 1, numéro 2, 38 pages pour un seul dossier. Et ça, c'est un temps infini de perdu pour notre secrétariat. Ce petit patron aurait bien aimé bénéficier de la simplification du bulletin de salaire. C'est l'une des 37 mesures annoncées ce matin, mais elle est réservée aux entreprises de moins de 10 salariés. La sienne en compte 24. Alors le zéro papier dans la relation PME-administration, ce n'est pas encore pour demain. 2 exemplaires. La décision n'est toujours pas officielle, mais il n'y a plus guère de doute. L'entreprise automobile japonaise Toyota va s'installer à Valenciennes pour y créer dans un premier temps 2000 emplois. Le ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn, l'a confirmé aujourd'hui, même si certains points sont encore en discussion. C'est l'hebdomadaire Le Canard enchaîné qui révèle aujourd'hui que François Pinault, l'un des industriels les plus en vue du moment, propriétaire notamment du Printemps ou encore de la Redoute, n'a pas acquitté d'impôt sur la fortune cette année grâce à un emprunt à titre personnel de 140 millions de francs, lui permettant de racheter des actions de son propre groupe. Olivier Caroff, Joseph Bachtik. Un milliardaire tout sourire au milieu des vedettes, propriétaire entre autres de la Fnac, du Printemps, de la Redoute, sa cassette personnelle atteint 140 millions de francs. Mais la 9e fortune de France ne paiera pas un centime cette année au titre de l'ISF
l'impôt de solidarité sur la fortune. François Pinault n'a pas eu à tricher ou à cacher son argent. Sa recette est toute simple, juste 2 lignes à remplir soigneusement sur sa feuille d'impôt. Dans la colonne des actifs, les 140 millions de francs de sa fortune personnelle. Côté passif, un emprunt en nom propre d'une somme équivalente destiné à acheter de nouvelles actions de son entreprise, c'est-à-dire de son outil de travail. L'emprunt devient déductible. Résultat, pas d'ISF à payer. Selon ses proches, c'est parfaitement légal. Il a contracté un emprunt pour acheter des actions. C'est déductible fiscalement, que dire de plus? Il en a profité, il l'a fait. Il l'a fait, il a eu raison de le faire. Révélé par le Canard enchaîné, le cas François Pinault inquiète certains syndicats de l'administration fiscale. Pour eux, il est devenu trop facile aux plus riches d'échapper à l'impôt. Quand on est riche, on a plus de facilité pour le faire, tout simplement parce qu'on est mieux conseillé, parce qu'on utilise toutes les possibilités de la loi, c'est légal, pour défiscaliser, quoi. Donc il y a effectivement beaucoup de patrimoine qui échappe à l'impôt de solidarité sur la fortune ou qui échappe à l'impôt sur le revenu en toute légalité. Hier soir, François Pinault déclarait que la base de calcul de l'ISF était un peu stupide. Fin de citation. Mais sauf à changer la loi, les gros contribuables bien conseillés continueront à profiter pleinement des nombreuses astuces du Code des impôts. Le 3 décembre 1996, vers 18 h, un attentat terroriste attribué aux islamistes faisait 4 morts à la station RER Port-Royal à Paris. Une cérémonie a eu lieu ce soir sur les lieux de l'attentat, 1 an très exactement donc après les faits. L'enquête, elle, n'a toujours pas abouti. Agnès Varamian, Alain Poirier. Le plus dur, c'est de reprendre le métro, j'y arrive. T'arrives pas, mais je peux te le reprendre avec toi. On le fait ensemble, Frédéric. De toutes les victimes de Port-Royal, c'est sans doute une des plus fortes. Une de celles qui soutient les autres quand il faut se souvenir. Il y a 1 an, Françoise Raymond était brûlée grièvement aux 2 jambes. Sous le choc, ses tympans seront perforés. Mais 3 mois plus tard, elle revenait dans le RER. Vraiment, c'était mon idée fixe, comme à l'hôpital, c'était de me revisualiser et de reprendre, de refaire le geste que j'avais fait à la station de métro Luxembourg, de réappuyer sur le bouton de la porte et de me réasseoir. Si Françoise Raymond a pu réapprendre tous ces gestes, c'est qu'elle a été prise en charge très tôt, que comme la plupart des victimes, elle suit depuis 1 an une psychothérapie. C'est finalement la parole qui l'a libérée de ses angoisses. Une victime ne peut se reconstruire qu'en ayant d'abord un soutien psychologique, un soutien social, un soutien moral. Et la dernière phase de la reconstruction d'une victime, c'est le procès, savoir pourquoi elle a pu être visée dans un attentat, pourquoi ces attentats ont été commis. Mais 1 an après la bombe de Port-Royal, la police ne dispose d'aucune piste exploitable. Pas de revendication directe et surtout pas de témoin qui ait vu qui que ce soit déposer le sac contenant l'engin. Commis 1 an après ceux de l'été 95, l'attentat de Port-Royal est le dernier acte terroriste perpétré à Paris, alors que les enquêteurs croyaient à l'époque à une nouvelle série. 3 ans après la catastrophe du ferry suédois Estonia au large de la Finlande qui avait fait 852 victimes, la conclusion officielle de l'enquête fait état d'une défaillance de la porte avant du ferry, notamment de la faiblesse du système de fermeture de cette porte. Le naufrage de l'Estonia reste à ce jour la plus grave catastrophe maritime de l'après-guerre en Europe. Les Anglais ne sortent pas malheureusement du cauchemar de la vache folle. Aujourd'hui, le gouvernement britannique a décidé d'interdire la consommation de viande de bœuf au contact de l'os, comme les côtes de bœuf ou encore les côtelettes. En effet, jusqu'à présent, les craintes de transmission de la maladie à l'homme s'étaient concentrées sur la cervelle et la moelle épinière. Il se pourrait que les os soient également contaminés. Londres, Étienne Lénard. Côte de bœuf, côtelettes, tous les morceaux de viande qui touchent les os du bœuf ont dès cet après-midi été retirés des rayons des supermarchés. Le cauchemar de la vache folle continue pour la Grande-Bretagne. On savait déjà que le cerveau et la moelle épinière des animaux étaient les vecteurs privilégiés d'une transmission de la maladie de l'animal à l'homme. Selon les experts, il existe également un petit risque pour que les nerfs situés le long de la colonne vertébrale soient aussi des vecteurs de la maladie. Et ce risque-là, le gouvernement britannique, accusé par le passé d'avoir réagi bien tard, ne veut pas le prendre. Lorsque nous recevons des recommandations d'experts scientifiques et du directeur de la santé publique, nous nous devons de les suivre. Même si la viande de bœuf non désossée ne représente que 5% de la consommation totale de bœuf en Grande-Bretagne, l'annonce de cette mesure a stupéfait les professionnels.
C'est un choc pour tous les bouchers. De deux choses l'une, soit la viande de bœuf est propre à la consommation, soit elle ne l'est pas. Diviser tout ça en mauvais et bons morceaux, pour moi, c'est de la foutaise. Pour les éleveurs qui, depuis 3 jours, manifestent leur mécontentement en envoyant à la mer hamburgers et viande d'importation, la décision tombe aussi comme un nouveau coup de poignard. Le gouvernement britannique prend donc le risque d'attiser la colère de ses éleveurs, mais avait-il le choix, tant il est vrai qu'un pays dont la viande de bœuf est interdite à l'exportation et qui a déjà vu une vingtaine de personnes mourir de la maladie de Creutzfeldt-Jakob n'a plus vraiment droit à l'erreur. Une conférence internationale réunie hier à Londres a décidé de créer un fonds spécial d'indemnité des États et des victimes, principalement des familles juives, des pillages perpétrés par les nazis pendant la dernière guerre mondiale. Les recherches des historiens sur l'origine et la destination de l'or pillé par les nazis sont extrêmement compliquées. Une majorité d'archives a disparu, mais il arrive que par le plus grand des hasards, on retrouve la trace des filières organisées par les dignitaires nazis pour faire sortir d'Allemagne le butin de leur pillage. À Vienne, en Autriche, c'est une de ces découvertes inattendues qui vient d'avoir lieu. Bernard Lebrun. Le hasard et la nécessité, mais aussi de la chance et une infinie patience pour 2 universitaires allemands et un journaliste autrichien qui, dans les rues de Vienne, ont remonté la piste de cet homme, Herbert Herzog, un spécialiste inespéré du trafic d'or des nazis, décédé en 1977 sans avoir livré le fruit de ses recherches. Durant 30 années, Herbert Herzog a accumulé une incroyable documentation, dont une partie sur microfilm. Sont photographiés, page après page, des milliers de documents de la Reichsbank, la banque centrale du Troisième Reich nazi. Et ces documents, montrés pour la première fois lundi soir en Allemagne, pourraient éclairer le circuit de l'or nazi en Europe. 1933, Hitler est au pouvoir. Durant 6 ans, il va piller les biens des juifs allemands. Puis vient l'occupation de l'Europe et le pillage systématique de toutes les réserves d'or acheminées vers Berlin. 76% de ce stock sera revendu aux banques suisses pour alimenter l'effort de guerre du Reich. Au passage, l'Allemagne nazie et la Suisse, pays neutre, inventent ce que l'on appelle aujourd'hui, pour les mafias et autres cartels des drogues, le blanchiment de l'argent sale. Voici l'un des chercheurs qui a retrouvé à Vienne les microfilms et documents Herzog. Cet universitaire allemand nous dit ce qu'ils contiennent. Ces documents tentent de répertorier les destinations des lingots d'or qui entraient dans la Reichsbank. Il est noté dans les registres d'où venaient ces lingots d'or et où ils allaient. Et cette découverte est capitale, car depuis 1946, les Alliés affirment que dans les bombardements de Berlin, toutes les archives de la Reichsbank ont été détruites. Faux. Ils parlent déjà, les microfilms de M. Herzog, comme ici, s'agissant de la France. En 1939, la Belgique et le Luxembourg ont mis en sûreté à Paris leur stock d'or. Mais après la défaite de 1940, avec la collaboration, Pétain livre tout à Hitler. Au total, 4944 caisses de lingots, plus, dit le document, une enveloppe contenant 20 francs. Les archives officielles, elles, comme ici la bibliothèque du Vatican, gardent leur pesant silence. Rien n'est ouvert concernant la guerre et le pontificat de Pie XII. Les chercheurs sont pour l'instant bloqués à 1922. Le reste est sous bonne garde. Il y a les États et il y a les particuliers, les biens des communautés juives et tziganes ou des résistants, les vols dans les camps de la mort. Selon le Congrès juif mondial, 30% de l'or pillé par les nazis proviennent de ces victimes de la Shoah. C'était des petits bijoux qui étaient des petits colliers sur les femmes, des petits bracelets, des bagues sur les doigts des hommes, mais aussi des appareils dentaires qui avaient été pris sur les victimes qui étaient exterminées dans les camps comme Auschwitz. Et cet or, fondu, dissimulé en Suisse, a été dispersé dans le monde entier lors de la fuite des dignitaires nazis après la guerre. En attendant l'ouverture des archives d'État, les documents Herzog livreront bientôt leur part de vérité. Dans les rues de Vienne, le hasard et la nécessité avaient rendez-vous avec l'histoire. En Algérie, 280 personnes ont été tuées ces derniers jours, pour la plupart des islamistes abattus par l'armée au cours d'opérations militaires. Aujourd'hui, 4 organisations humanitaires internationales publient leur rapport sur la situation dans ce pays et concluent que le gouvernement algérien a sa part de responsabilité. Gérard Grisbeck, Philippe Deslandes. Un ouvrage accablant à travers ces témoignages pour les islamistes et leurs groupes armés. Mais pour la première fois, l'État algérien est directement mis en cause.
L'Algérie, un état de non-droit où l'on pratique la torture dans les casernes ou les commissariats. C'est l'un des constats de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Plus troublant, des exemples comme celui-ci. Le 28 janvier dernier, à Alger, le représentant du plus grand syndicat algérien, Abdelhak Ben Aouda, est abattu. Son assassin présumé est présenté à la télévision alors qu'il est détenu au secret. Quelques semaines plus tard, son corps criblé de balles est restitué à sa famille. Version officielle, le suspect serait mort de ses blessures suite à son arrestation. Les forces de sécurité sont mises en accusation. Aujourd'hui, je crois qu'après ces rapports, on ne peut plus dire on ne savait pas. On sait maintenant ce qui se passe, on sait que l'État algérien est impliqué et je crois qu'il devient essentiel qu'il y ait une pression internationale suffisamment forte pour que l'État algérien laisse pénétrer dans son territoire une commission d'enquête internationale chargée d'établir la vérité des faits. Enfin, les auteurs de ce rapport accusent les forces de l'ordre de passivité et de négligence dans les massacres perpétrés par des groupes armés à Sidi Rice et à Bentlala l'été dernier. 500 civils y ont été assassinés. Boris Eltsine, en voyage officiel en Suède, n'est pas, disons, au mieux de sa forme. À l'occasion d'un discours officiel, le président russe a commencé par oublier le chemin du pupitre avant de se lancer dans des annonces inattendues comme un désarmement unilatéral de son pays, à la grande surprise de son ministre de la Défense qui était présent, et puis encore l'annonce que le Japon était une puissance nucléaire, ce qui n'est pas le cas. Bien évidemment, il y a eu quelques sourires dans l'assistance au moment de ce discours du président Boris Eltsine. La conférence internationale sur l'environnement à Kyoto au Japon, en dehors des déclarations officielles, dans les coulisses, chaque État défend ses intérêts. En anglais, on appelle ça du lobbying. Il s'agit de faire pression sur les congressistes pour que certaines décisions aboutissent ou n'aboutissent pas. Notamment les États-Unis qui représentent plus de 20% de la consommation mondiale d'énergie. Anne Ponsinet, Philippe Deslandes. Ce sont eux qui nous ont abordés, Fred Smith et Thomas More. Ils appartiennent à ce qu'on appelle les groupes de pression américains, les lobbies. Chaque matin, ils prennent le métro pour se rendre à la conférence de Kyoto. Leur mission ? Convaincre un maximum de gens que ce qu'ils pensent est vrai, en l'occurrence que le réchauffement de la planète est loin d'être une catastrophe. S'il faisait plus chaud, il y aurait plus de production agricole. L'espérance de vie augmenterait, les gens seraient en meilleure santé et surtout plus heureux. En général, l'humanité se porterait mieux. Cette idée que le réchauffement de la planète est une bonne chose, ça arrange bien Fred Smith. Le voici d'ailleurs en train d'essayer de convaincre la BBC. Car lui, il milite pour le libre-échange contre toute nouvelle réglementation. Un des risques de la conférence de Kyoto, c'est qu'en voulant régler un problème, on va imposer des restrictions qui vont perturber tous les marchés de l'énergie. Et ça va créer d'autres problèmes. À Kyoto, les industriels américains ont délégué toutes sortes de lobbyistes. Avec l'appui de quelques sénateurs, ils essayent de répandre l'idée que la protection de la planète ne doit pas entraver le business. Ces groupes qui, tous ensemble, représentent pour ainsi dire l'Amérique, ne sont pas d'accord pour que les États-Unis signent un traité qui risque d'handicaper leur économie. Face à ces lobbies industriels, en costume-cravate, il y a les lobbies d'écologistes. Habillés de manière plus colorée, ils maintiennent que le réchauffement de la planète est bien une malédiction pour la nature. L'objectif de ces différents groupes de pression, aux théories les plus diverses et parfois les plus contradictoires, c'est évidemment d'influencer les délégués des différents pays qui négocient actuellement dans la grande salle de conférence. Ils ont encore 7 jours pour trouver un accord. À Kyoto, au Japon, les Américains, on vient de le voir, font cavalier seul. Ils n'entendent pas réduire leurs émissions de gaz qui réchauffent la planète. Même type d'attitude au Canada, à Ottawa, où ils ont refusé là de signer un accord international sur l'interdiction des mines. Washington, Philippe Gassot. Le président Clinton ne manque pas une occasion de rappeler à son opinion publique qu'il est à l'origine du traité d'Ottawa. Et en même temps, il écoute scrupuleusement les militaires qui ne veulent rien lâcher. L'une des explications de la détermination américaine de ne pas abandonner les mines, c'est la Corée et la menace du Nord, avec une armée d'1 million d'hommes. Envoyer 1 million d'hommes sur le terrain, cela peut se faire très rapidement et personne à ma connaissance ne croit que dans ces circonstances, vu l'hostilité qui existe encore entre les deux Corées, nous pourrions arrêter cela si nous n'avons pas une forte dissuasion avec des champs de mines dûment cartographiés.
Pour ceux qui mènent le combat contre les mines, ces explications ne tiennent pas. Les tanks dont nous avons peur, venant de Corée du Nord, devraient traverser 15 km d'une zone fortement fortifiée à travers un barrage d'artillerie, de batteries de missiles, d'aviation, etc. Et seraient arrêtés par ça? Des mines antipersonnelles? C'est une blague. De qui se moque-t-on? Les plus prestigieux des militaires en retraite, comme le général Schwarzkopf, le héros de la guerre du Golfe, signent pour la suppression des mines. À Ottawa, l'Amérique grande absente triomphe quand même. Ces associations anti-mines viennent de remporter une grande victoire. Ce traité est un honneur pour ceux qui vivent près des champs de mines et un honneur pour ceux qui les emmènent. Le président américain est toujours gêné par son passé quand il s'agit d'affaires militaires. Combien de temps tiendra-t-il sans signer à son tour? Il y a 30 ans exactement, au Cap en Afrique du Sud, un professeur inconnu alors, Christian Barnard, effectuait la première greffe du cœur. 30 ans plus tard, les techniques n'ont cessé d'évoluer et aujourd'hui on envisage même la greffe de cœurs d'animaux sur l'homme. Françoise Vallée. C'est ce chirurgien d'Afrique du Sud qui a osé tenter l'opération. En quelques heures, la nouvelle se répand dans le monde entier. Le greffé, un homme de 53 ans, ne survivra que 18 jours. Mais Christian Barnard récidive et d'autres équipes se lancent dans la transplantation cardiaque. À Paris, les professeurs Cabrol, puis Dubos et Cachera tentent l'opération. Pour tous les cardiaques, le symbole d'espoir reste Emmanuel Vitria, un Marseillais greffé en 68. Il a survécu 18 ans avec le cœur d'un autre. Auguste Delorme, lui, fêtera bientôt ses 10 ans de greffe et ne cesse de dire merci aux donneurs. En juin dernier, il lui rend hommage en faisant l'ascension du Mont Blanc avec d'autres transplantés. Arrivé là-haut, tout le monde n'a pas pu s'empêcher de penser aux donneurs et ce cœur qui battait dans notre poitrine vraiment était à l'unisson du don qui nous avait été fait. Aujourd'hui, la greffe cardiaque est une opération presque banale, mais malheureusement de plus en plus rare. Elle souffre surtout actuellement, il faut le dire, d'un manque de donneurs d'organes qui est vraiment dramatique. Alors, les chercheurs s'orientent désormais vers les organes d'animaux. C'est ce que l'on appelle la xénogreffe. La technique est au point, mais les médecins veulent des garanties pour leurs malades. C'est un problème essentiellement bactériologique et virologique pour ne pas transmettre des maladies infectieuses des animaux vers l'homme avec une possibilité de propagation qu'on ne peut pas aujourd'hui chiffrer. Malgré tout, les chirurgiens y croient. Les premières opérations devraient avoir lieu d'ici 5 ans. Alerte à la méningite en Seine-Maritime. 2 adolescents sont morts dimanche dernier, tandis qu'un 3e est toujours hospitalisé à Rouen. Chaque hiver, la méningite sévit, faisant plusieurs dizaines de victimes. C'est une maladie infectieuse pour laquelle il existe, dans certains cas, des traitements préventifs. Chaque année, en France, on recense environ 400 cas de méningite cérébrospinale. Jean-Daniel Flézaquier. Une raideur de la nuque, c'est le premier signe qu'un médecin va rechercher quand un enfant a de la fièvre, vomit, a mal à la tête et se dit fatigué par la lumière. Ces signes peuvent en effet orienter vers une méningite, c'est-à-dire une inflammation des tissus qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Et voici, grossi des milliers de fois, le méningocoque, le microbe responsable de la forme la plus redoutée de méningite, celle que l'on appelle la méningite cérébrospinale. Il y en a 3 types en France, le méningocoque A, B ou C. Ce méningocoque frappe 300 fois par an. Surtout en hiver et au printemps, 10% des cas sont mortels quoi qu'on fasse. Quand un cas se déclare en collectivité dans une école par exemple, il faut traiter l'entourage immédiat du petit malade. On donne pour cela un antibiotique pendant 48 heures, la rifampicine. S'il s'agit d'un méningocoque de type A ou C, on peut vacciner l'entourage un peu plus lointain. Il n'y a pas de vaccin pour le type B. Mais il est inutile de désinfecter et encore plus de fermer les écoles, car jamais une personne infectée n'en a contaminé une autre. Le germe est en effet très fragile et il meurt dès qu'il a quitté l'organisme. Le nouveau billet de 100 francs est arrivé de couleur orangée à l'effigie du peintre Paul Cézanne, vous le voyez. Ces billets seront mis en circulation à partir du 15 décembre. Aujourd'hui, plus personne n'ose affirmer qu'un billet de banque est infalsifiable. C'est une course en fait permanente entre les faux monnayeurs d'un côté et les policiers de l'autre, chargés de les traquer. C'est le travail de l'Office central de répression de la fausse monnaie. Pascal Doucet-Bon, Patrick Deschmecker. Qui dit monnaie, dit fausse monnaie, faux monnayeur, escroquerie et gros profit. L'Office central pour la répression du faux monnayage. C'est ici qu'est coordonnée la course permanente entre la police et les contrefacteurs. L'Office a même son petit musée,
beaucoup de faux très moyens et seulement quelques chefs-d'œuvre. Oui, là vous êtes en présence de l'exception qui confirme la règle. C'est le seul faux billet que nous ayons qui mérite une certaine, non pas estime, mais je dirais une certaine reconnaissance pour les qualités artistiques. Parce que d'habitude, les faux billets sont pas aussi bons que ça? Non, les faux billets sont d'une qualité suffisante pour abuser les consommateurs. Jamais pour abuser ni la Banque de France, ni les services de police ou de gendarmerie. Autrement dit, les faux monnayeurs les plus riches ne sont pas toujours des artistes. Leur circuit de distribution, leur complicité sont aussi importantes que la qualité de leurs produits. Exemple avec ce faux billet de 200 francs qui a plutôt bien circulé. Voici le texte imprimé sur le vrai billet, le voici sur le faux, illisible. Facile à détecter pour un spécialiste, plus difficile pour un néophyte sans microscope. La fausse monnaie reste l'apanage du grand banditisme, mais avec la révolution informatique, de nouveaux faussaires sont apparus. L'aspect ludique de l'informatique incite un certain nombre de gens à transformer l'image du billet en une réalité qui peut les conduire en cour d'assises. Peine encourue, jusqu'à 30 ans de prison. La nouvelle série de billets français a posé beaucoup de problèmes aux faussaires, elle en posera encore, mais le Cézanne de 100 francs sera falsifié un jour, c'est inévitable. Cette histoire-là, en revanche, est bien vraie. À la découverte d'un jeune homme vraiment pas comme les autres, Jamel Bali, un Parisien de retour d'un périple de 18 500 km à travers le monde, en courant, pour visiter tous les lieux saints des principales religions. À son retour, il avoue être encore un peu plus sage qu'à son départ. Éric Lemasson, Philippe Jasselin. Cet homme revient de loin, du bout du monde même. 24 heures d'avion pour le retour, mais le voyage aller a duré 1 an et demi. Entre-temps, la Terre a tourné. Il paraît que Lionel Jospin est Premier ministre, j'ai entendu. Jamel Bali a 33 ans et le sens du défi. Il s'était élancé pour un tour du monde des villes saintes, tour du monde à pied, en courant. 18 500 km plus tard, le voilà de retour, fringant et content. Son passeport déborde d'aventures, 30 pays, 1000 souvenirs. Ce soir, je serai à Gif-sur-Yvette. Ça, c'est le jour du départ. Notre-Dame de Paris, 15 mai 96. Un baluchon, un courage insolent. Qui ose croire à sa course folle? Rallier l'une après l'autre les villes sacrées des grandes religions, sans autre raison que le plaisir de courir le monde. Lourdes, Rome, Jérusalem, la Mecque, Bénarès, Lhasa. Il court. Au Vatican, on lui prête un costume, le pape le reçoit, il repart. À Jérusalem, il court toujours, entre 3 religions qui s'ignorent. Il reçoit des coups, mais ce n'est pas l'exploit qui le motive. Les pas de Jamel Bali sont une sorte de trait d'union. J'ai fait la route à petite allure, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de fous, beaucoup de saints, beaucoup de sages, des gens de toutes sortes. J'ai traversé les déserts, j'ai traversé les pays en guerre. Vous avez été accueilli comment? Généralement très très bien. Je pense que l'hospitalité n'est pas l'apanage d'une seule et même religion, c'est une question d'hommes entre eux et ce qu'ils ont dans le cœur. Jamel Bali n'est pas croyant, citoyen du monde, dit-il. De son périple entre les religions et les hommes qui se battent souvent en leur nom, il tire sagesse, mais ne veut donner aucune leçon. Il y a un message très symbolique dans ce voyage-là, qui est justement la tolérance entre les peuples et les religions, bien sûr, mais c'est pas un message que j'ai envie de porter comme ça, que j'ai envie de pointer du doigt. Je pense que les gens sont assez intelligents pour trouver eux-mêmes leur message. De retour à Paris, Jamel Bali va écrire un livre et se reposer. Mais courir le monde à 60 km par jour en moyenne, il ne peut s'en empêcher. Il sait déjà qu'il repartira bientôt. L'apparition des premiers froids a tout de même du bon, vous allez comprendre pourquoi. C'est le début de la saison de la truffe. Aujourd'hui, à Labenque, dans le Lot, a eu lieu le marché de référence qui établit les prix pour la saison. De 800 à 1000 francs le kilo en moyenne. Reportage Christophe Larocca, Olivier Combe. Dès les premiers frimas, comme Denise, ils sont près de 300 à investir les champs. Chiens ou cochons en laisse, ils sont à la recherche de ce que l'on appelle ici l'or noir du Quercy. Une belle truffe de plusieurs centaines de grammes, le résultat de conditions favorables, un été pluvieux et un premier gel à la Toussaint. La saison s'annonce sous les meilleurs auspices. Ces truffes, je trouve que pour les premières, elles sont belles quand même.
On reconnaît une belle truffe quand elle est noire et marbrée, un peu comme on dit. Les marbrures, ce sont les petits points blancs qui apparaissent lorsque l'on débarrasse le précieux champignon de sa terre. Une consistance ferme et un arôme puissant sont les meilleurs atouts pour se présenter au marché de l'Albinque. Chaque premier mardi de décembre, c'est là que se tient le banc de la truffe. Un marché de référence qui détermine le cours moyen de la saison. Denise, bien sûr, était à son poste, pleine d'espoir. Je demande 2000 le kilo. 2000 le kilo, hein? Oui. Vous pensez que ça va tenir le marché, 2000 le kilo? J'espère. S'il y a des particuliers, elle se vend un peu mieux. S'il n'y a que les courtiers, ils en profitent évidemment. Hein. Chacun tire de son côté. Comment ils font pour faire baisser les prix, les courtiers? Alors là, ce sont des gangsters. Car les particuliers ont visiblement le cœur trop tendre pour négocier. Vous les avez négociés à quel prix? Je me suis rabattu dessus malheureusement à 150, à 1500 francs le kilo. Ce courtier, lui, sera moins faible. En négociant directement en patois, il achètera plusieurs kilos à moins de 800 francs. Des achats payés discrètement en liquide. Et oui, le poids des traditions. Demain aura lieu à Marseille le tirage au sort du tour éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde de football en France à partir du mois de juin. D'ordinaire, cette cérémonie a lieu en privé avec quelques privilégiés. Cette année, Michel Platini a voulu y associer le public, celui qui va au match comme on dit. Le tirage au sort aura lieu donc demain au stade Vélodrome de Marseille. Marseille qui, depuis toujours, vit pour et par le football. Reportage Florent Gautreau, Patrick Desmully. À Marseille, chaque quartier a son club, chaque club a son stade et chaque stade a son histoire. Anthony Fertener est en train d'écrire l'une des plus belles lignes de l'histoire du Burel Football Club dans le quartier de la Belle de Mai. Ce jeune Marseillais de 15 ans sera demain l'un des 32 porte-drapeaux de la cérémonie officielle. Lui, qui n'a jamais quitté Marseille, représentera la Corée du Sud l'espace de quelques heures, une fierté pour le petit club de quartier. On vit un football de cité, c'est-à-dire que dans toutes les cités, pratiquement à Marseille, il y a des clubs qui se sont formés et, je dirais, heureusement, entre parenthèses, parce que ça lève un peu les petits de la rue. Le ballon, c'est la respiration de Marseille, son oxygène. Il y a 150 clubs dans la ville et une passion qui se transmet de grand-père en père et de père en fils. Ce sera la deuxième Coupe du Monde que je vais vivre, parce qu'en 38, et bon, à l'époque j'avais 12 ans, bien entendu, c'était l'inauguration du stade à Vélodrome. 50 ans après, pratiquement, on revoit la Coupe du Monde à Marseille, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. Pas étonnant donc que l'on ait choisi l'un des poumons de Marseille, le stade Vélodrome, pour donner du souffle à la Coupe du Monde. Le Vélodrome et ses supporters les plus chauds de France, ceux qui ont la foi chevillée au corps. C'est une ferveur qui vient de là, ce que n'ont pas les autres. Ce qui différencie un Marseillais d'un Parisien, d'un Stéphanois, d'un Lensois. Marseille qui ne pense qu'à l'OM d'ordinaire, mais qui est prête à faire une infidélité pour l'équipe de France, à une condition. Seulement, il va falloir que le maillot il le mouille, comme nos joueurs. S'il ne le mouille pas, aïe aïe aïe, ils ne sont pas au Chaudron ou au Côte de Madone de Saint-Denis. Attention, c'est le Vélodrome. À 24 heures du tirage, la ville de Ballon est prête. Seul élément perturbateur, le Mistral, qui fait peur aux organisateurs. En attendant, on scrute la Grande Bleue et on compte les moutons en espérant que la tempête s'endorme. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de ce mercredi. D'abord, la première offensive de la neige. 200 camions sont restés bloqués jusqu'à ce matin en Marne et en Haute-Marne. La vague de froid continuera demain sur l'Alsace. En Grande-Bretagne, nouvelles inquiétudes sur la viande bovine. Les morceaux directement au contact de la carcasse des animaux sont retirés des étals des boucheries. Tout de suite, après le journal La Météo, Isabelle Martinet, un téléfilm à 20h50, un printemps de chien suivi de La vie à l'endroit, le magazine de Mireille Mathieu. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra l'ancien ministre, M. Michel Charasse. Et puis, toutes nos excuses pour notre absence involontaire d'hier soir. Et merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.